à tous, bienvenue dans votre journal télévisé. Au sommaire ce soir. Anthony Giros veut appliquer les mesures du colloque sur la vie chère organisé en mars par l'Assemblée, mais le MEDEF freine. Les entreprises jugent avoir déjà fourni leur part d'effort. Quelle est la position du gouvernement? Le président Moetai Broederson nous répond ce soir. Cherté de la vie, tensions sociales et avenir du parti indépendantiste seront au cœur des échanges. Le pays prend le pouls de la population. L'enquête STEPS fénois se poursuit. 4000 foyers sont interrogés pour dresser un état de santé des Polynésiens, une étude pour façonner des politiques de prévention. À Taravor, coup d'envoi d'un chantier attendu depuis des années. Près de 4 km de voiries seront entièrement rénovées. Coût estimé de ces travaux, 240 millions de francs. Parmi les combats prioritaires du Tavini, celui de la cherté de la vie, un sujet porté par le président de l'Assemblée. Anthony Giros a répondu au MEDEF samedi dernier lors du congrès du parti. Oui, il compte bien faire aboutir les conclusions du colloque sur la vie chère organisé en mars. Une erreur selon les entreprises qui redoutent des charges supplémentaires dans un contexte économique mondial incertain. Les détails avec Esther Cuneo. Il ne s'agit pas de stigmatiser les entreprises, mais de reconnaître que certains mécanismes actuels, notamment les pratiques d'exclusivité ou le manque de transparence sur la formation des prix, nécessitent une régulation plus claire dans l'intérêt général. Il a attendu la toute fin du congrès pour faire une réponse publique au MEDEF. Et s'il a d'abord salué la participation de l'organisation patronale aux travaux du colloque, le président de l'Assemblée a rappelé que la question de la vie chère dépasse le cadre d'une analyse strictement économique. Le rôle de l'institution est d'agir avec discernement, mais avec détermination. J'entends votre appel en faveur des mesures structurelles, d'investissement public et de réforme du droit du travail. Ces sujets font l'objet d'une attention constante de la part de l'Assemblée. Mais nous devons aussi avancer sur les leviers de régulation, de contrôle et d'équité, car le sentiment d'injustice est aujourd'hui un puissant facteur de désespérance pour nos citoyens. Message reçu du côté du MEDEF, qui reste également ouvert à la discussion. Le président Giros appelle à davantage de dialogue. Donc effectivement, nous aussi, on est ouvert pour chercher davantage de solutions. Après, vous savez, on est tous consommateurs. On veut tous que les prix baissent. Et le colloque a démontré que les entreprises avaient déjà fait régime ces 2 dernières années. Et nous, ce qu'on a demandé à partir de maintenant, c'est que la fonction publique puisse également faire régime. Et ce que le président de l'Assemblée ne dit pas, c'est que le colloque recommande qu'on puisse donner plus de moyens à l'APC. Plus de moyens à l'autorité de la concurrence, soit plus de ressources humaines, en déduit le MEDEF. Et donc, demain, des fonctionnaires viendront de métropole gonfler davantage le mammouth de la fonction publique. Et ça va empêcher toute possibilité de baisser nos taxes demain. Même discours du côté de l'économiste Florent Vénère, qui rappelle que ceux qui créent de l'emploi, ce sont bien les entreprises. Là, on va juste fliquer les entreprises, comme l'a dit le patron du MEDEF. Et en fait, ce flicage, il a un coût. Parce qu'il va falloir déposer énormément d'informations à l'APC. Il faudra d'ailleurs traiter toutes ces informations auprès de l'APC. Donc ça veut dire des embauches supplémentaires à l'APC et des coûts supplémentaires pour les entreprises pour permettre de générer en fait toutes ces informations. Donc à la fin, c'est de la pression sur les prix, c'est de la pression sur la fiscalité. Et donc très clairement, ça va dans le sens inverse de ce qu'on veut faire pour la vie chère. Si tout n'est pas à jeter, les questions comme l'assouplissement des quotas d'import ou la réforme de la taxe de développement local n'ont rien de nouveau selon l'économiste. Quant aux obligations de transparence renforcées, pourquoi pas? S'il s'agit du dépôt des comptes des entreprises, c'est déjà prévu. Les entreprises préfèrent parfois payer une amende que déposer les comptes. Bon, ça, effectivement, on peut renforcer l'amende, mais ça, c'est une mesure de bon sens. Par contre, tout ce qui est mesure qui vise à vérifier les coûts des entreprises, la question des prix, ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire comment au sein d'un groupe on se revend les produits, etc. Tout ça, ça participe d'un fantasme complet sur les marges des commerçants, où on considère, à tort, très café du commerce, que les commerçants font des marges indues. Et selon l'économiste, les marges nettes ne représentent que 2 à 3%, soit à peu près l'équivalent de celles de la métropole.
Réaction au plateau du président de la Polynésie, Moitai Brederson, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est le sujet qui préoccupe la majorité de la population, la vie chère, un sujet dont s'est saisie l'Assemblée lors d'un colloque en mars avec des experts nationaux. Plusieurs propositions d'action en émanent, pas au goût du MEDEF qui s'est désolidarisé de cet événement. En tant que président du pays, quelle suite comptez-vous donner à cette initiative ? Écoutez, d'abord sur les mesures qui ont été préconisées, effectivement, il y en a certaines qui sont déjà étudiées et dont on étudie la mise en œuvre depuis qu'on est arrivé finalement, donc rien de nouveau sous le soleil pour certaines de ces mesures. Sur d'autres mesures, comme par exemple la suppression des accords d'exclusivité, c'est quelque chose où nous sommes quasiment, je crois, la seule collectivité au sein de la République française à avoir encore ce genre de dispositif, puisqu'il y a eu une loi au niveau national qui est venue interdire ces dispositifs. Pour revenir sur un point qui a été évoqué par l'économiste, il y a la discussion du café du commerce, mais aussi une réalité, des chiffres qu'on a relevés. Un produit qui arrive à 17 francs dans un entrepôt et qui est revendu à 450 francs dans les rayons, il y a un petit bug. Le dégraissage du mammouth, comme évoqué, comme demandé par le président du MEDEF, est-ce que selon vous c'est possible ? Le dégraissage du mammouth, il parle de l'administration. Écoutez, c'est pas évident. On est déjà à 35 milliards de masse salariale de la fonction publique. Vous avez vu la manière un peu démagogique dont l'opposition a voulu encore augmenter au-delà de ce qu'avait proposé le gouvernement, donc les catégories D. Donc ceux-là même qui prônent depuis des années, s'érigent en chevalier blanc du dégraissage du mammouth, viennent proposer qu'on augmente inconsidérément les catégories D. D'abord, je ne considère pas que l'administration de la Polynésie soit un mammouth. On a des fonctionnaires de qualité, il faut optimiser, il faut améliorer les process. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, dans certains services, ce qui est surtout reproché, c'est la lenteur des procédures. Lenteur administrative. Anthony Giros a donc organisé ce colloque, l'Assemblée de Polynésie a organisé ce colloque sur la vie chère. C'est une manière pour le président de l'Assemblée de vous dire qu'il est insatisfait de l'action du gouvernement, selon vous ? Non, je ne pense pas. Il ne s'en est pas caché lui-même. Écoutez, ça c'est son analyse. Le gouvernement est là pour gouverner, l'Assemblée est là pour légiférer. Dans notre programme, et c'est un point que j'ai fait inscrire dans notre programme, nous avons la recommandation que beaucoup plus de textes qui sont examinés et adoptés à l'Assemblée émanent de l'Assemblée. Donc je pense qu'on va dans ce sens-là. Maintenant, il faut, je crois, ne jamais oublier qu'il y a une séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif pour de bonnes raisons. Pour faire baisser les prix, vous, quelle est votre ligne de conduite ? Libérer le marché et croire en une concurrence saine ? Le marché aujourd'hui, il est libre. Davantage ? Alors, non, ce que nous étudions en ce moment avec le ministre de l'économie et des finances, c'est ces fameux accords de modération. On a un dispositif sur lequel on travaille depuis quelques mois, avec beaucoup de concertation avec l'ensemble des distributeurs, que ce soit des gros distributeurs ou des petits distributeurs, nos magasins de quartier. Et nous aboutissons à un dispositif qui, je crois, va satisfaire tout le monde et va contribuer à faire baisser les prix. Vous venez d'en parler, mais la revalorisation des catégories D, donc actée à l'Assemblée de Polynésie, les élus de l'opposition déclarent qu'on pourrait consacrer une plus grande enveloppe au salaire de ces fonctionnaires. Ce n'est pas de votre avis aujourd'hui ? Je vous l'ai dit, 35 milliards de masse salariale aujourd'hui. Ce qui a déjà été accordé, c'est 252 millions aux catégories D, auxquelles vient de s'ajouter ce qui a été accordé parce que c'est la loi aux infirmiers et infirmières, donc la reclassification de catégorie B à catégorie A, ce qui a été accordé aux ASE, aux assistants socio-éducatifs. Tout ça, on est déjà à 561 millions. Ce que demandait AHIP, de manière démagogique, je tiens à le redire, ça venait rajouter 142 millions. Alors, si on veut dépasser les 36 milliards et aller jusqu'à 37 milliards de masse salariale, il faut le dire clairement. Et de toute façon, il y a des négociations prévues le 17 avril il y a des discussions qui vont démarrer le 15 et qui vont ensuite se poursuivre le 17, mais ce ne sera pas que autour du point d'indice, ce sont des discussions générales que nous avons voulu institutionnaliser d'ailleurs, contrairement à ce qui s'était fait dans les années passées, parce que nous avons prévu que dans le texte que cette période de discussion soit institutionnalisée.
On parle de coût de la vie, il y a un paramètre que l'on ne maîtrise pas, les décisions politiques extérieures. Trump a engagé une guerre économique commerciale mondiale avec des taxes douanières qui affecteront aussi nos produits, les produits polynésiens. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Je suis préoccupé, inquiet, pas pour l'instant. D'abord, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il va faire machine arrière? Quand on voit les réactions aux États-Unis même, on est en droit de se poser des questions sur sa capacité à maintenir cette ligne qui s'avère désastreuse pour l'inflation aux États-Unis. Donc, s'il fait machine arrière, tant mieux. Ensuite, là où on est touché principalement, c'est nos exportations de thon. La perle beaucoup moins. Les États-Unis ne sont pas un très grand marché pour la perle chez nous, mais c'est surtout le poisson. La majorité de nos exportations en poisson se font vers les États-Unis. Donc ça va prendre 10%. Mais tout comme vont prendre un minimum aussi 10%, toutes les autres importations de thon de par le monde, donc tous nos concurrents principaux sur le marché américain, certains vont prendre beaucoup plus que 10%. Est-ce que vous serez d'accord de mettre en place une cellule de crise pour préserver l'emploi comme demandé par le président du MEDEF? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime crier au loup. Il faut anticiper. Maintenant, est-ce que c'est le moment de mettre en place une cellule de crise? Je ne pense pas. Nous avons, de manière très conservatrice, mis de côté 5 milliards sur le premier collectif de cette année que nous n'avons pas utilisé justement pour prévoir... Ce sont des réserves suffisantes pour faire face à des c'est 5 milliards en plus de ce qui existe déjà. Combien de réserves on peut rappeler? Si vous voulez, c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas parce que ces réserves, on les mobilise de manière dynamique. Maintenant, donc 5 milliards, ce n'est pas rien. Et je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui mettre en place une cellule de crise. Le président du MEDEF s'est exprimé, je respecte sa position. Je n'ai pas, à ce jour, d'autres employeurs qui ont manifesté le désir que soit mis en place ce type de cellule. Si demain, j'ai 100 employeurs qui viennent me voir en me disant « Président, je crois qu'il faut qu'on mette en place une cellule de crise », à ce moment-là, on considérera de mettre en place une cellule de crise. Au plan social, la grève est enlisée à la Pérapurade avec en toile de fond des malades, et vous l'avez vous-même rappelé. Le 28 mars, vous avez adressé un message commun avec le Haut-Commissariat. Sans effet aujourd'hui, comptez-vous vous mobiliser d'une autre manière pour faire avancer les choses? Écoutez, typiquement ce conflit, normalement le président du gouvernement, le gouvernement n'a pas à s'en mêler. C'est un conflit social au sein d'une entité privée. La direction du travail peut-être arbitre dans ce conflit? Si vous voulez, moi ce que je constate, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait bientôt plus de 3 semaines qu'ils sont en grève, donc ça veut dire que les employés campent sur leur position. De l'autre côté, il semble que le dialogue soit rompu. Ce que je veux, moi, c'est rétablir le dialogue. J'ai reçu les syndicats de la Pérapurade la semaine dernière et je vais recevoir demain le conseil d'administration de la Pérapurade. On suivra ces échanges. On parle de l'actualité de votre parti. Maintenant, le Tavini Huiratira, son congrès s'est tenu samedi, on l'a dit un peu plus tôt, avec plusieurs annonces sur les élections municipales, mais aussi un projet de république fédérale Maohi. On vous fait réagir dans un instant, mais avant, c'est l'opposition qu'on écoute. Pascal Haïti du Amouitahir Aouténoun à Maohi est au micro de Laure Philibert et Mataï Horey. Déjà aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lancer la machine économique. Ils veulent déjà faire 57 élus, 57 sénateurs, ensuite des juges. Mais enfin, qui va payer tout ça? Je pense que Oscar est encore dans des lubies, je veux dire, politiques. Ça ne tient pas la route. Hein. Et même Richard Touhéava le dit, ce n'est que des idées. Et puis on va trier et puis essayer de découper. Encore une fois, c'est des choses on voit que ce congrès a été mal préparé. Et aujourd'hui, ils gouvernent le pays, ils ont la majorité, ils peuvent faire quelque chose. Alors la population polynésienne attend quelque chose de concret de ce gouvernement Tavini Huiratira. Monsieur le Président, la République fédérale de Maohi Nui, c'est un projet que vous soutenez? C'est un projet que je soutiens et je suis étonné qu'une marquisienne ne soit pas favorable à ce projet. Hein. L'essence même de ce projet, c'est de dire que chaque archipel serait un État fédéré. Je rappelle quand même que l'État fédéral, ce n'est pas l'exception, c'est la norme dans le monde. L'Australie est un État fédéral, la Suisse est un État fédéral, les États-Unis sont un État fédéral. Enfin voilà, les exemples ne manquent pas. La Polynésie a les moyens de tendre vers cet avenir institutionnel? Alors il y a deux questions qui sont, je dirais, à la fois liées et disjointes.
Il y a la question de l'indépendance, et encore une fois, ce qu'on veut, c'est la souveraineté politique, et ensuite de gérer nos interdépendances économiques. Et ensuite, il y a la question de la Constitution. Un pays indépendant, tout pays indépendant, doit se doter d'une constitution. Je crois qu'il est, je dirais, de bonne politique de s'en préoccuper avant d'être indépendant. C'est ce qu'on fait là, avec ce projet, cet avant-projet de constitution sur lequel on va inviter à la fois nos partisans, les adhérents du Tavini Viratira, à nous faire des retours. On va faire circuler ce projet dans tous nos comités. Et puis, pourquoi pas, ceux de l'opposition, de la minorité, tous ceux qui ont envie de contribuer à ce débat. Voilà, je pense que c'est de la scène politique. Attends les moyens, en tout cas, d'aboutir, de faire aboutir ce projet. Il y a la question du financement. Oui. L'exploitation des ressources minières semble être une piste pour votre parti, vous qui vous y êtes pourtant opposé. Je suis toujours fermement opposé à l'exploitation des ressources minières. Pour l'instant, oui, mais non. Oui, le parti. Non, le parti. Non. Il faut corriger aussi tout de même ce qui est dit parfois. Le Tavini Viratira ne dit pas aujourd'hui qu'il faut aller chercher ces ressources. Il dit deux choses. Il dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la pleine souveraineté sur ces ressources, contrairement à ce qui est préconisé par la résolution des Nations Unies. Il y a un article du statut qui stipule que oui, nous avons compétence pour explorer et exploiter, virgule, à l'exception des matériaux stratégiques. Si vous regardez ce qu'il y a au fond des océans, 80% de ce qu'il y a au fond des océans est sur cette liste des matériaux stratégiques. C'est donc la France qui est souveraine sur le fond de nos océans. Il faut quand même rappeler les choses. Ce que dit le Tavini, c'est deux choses. C'est que nous voulons être souverains sur ces ressources, pas pour forcément aller les exploiter, mais pour que d'autres ne viennent pas les exploiter. Demain, si... Dieu nous en préserve. Pour l'instant, le président Macron, lui, a une position très ferme, qui est non à l'exploitation. Mais qui sera président de la France en 2027 ? Est-ce que le nouveau ou la nouvelle présidente de la France aura toujours cette même position ? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut très bien envisager qu'en 2027-2028, l'État français décide de venir exploiter les fonds marins chez nous. Ça, nous n'en voulons pas. Ça, c'est une position très ferme du Tavini. Ensuite, ce que dit le Tavini, c'est qu'il ne faut pas exclure d'un projet de développement socio-économique la possibilité, le jour où la technologie permettra éventuellement, ou pas, moi je n'y crois pas, mais si un jour il y a des technologies qui permettent de faire cette exploitation sans détruire le fond des océans, il ne faut pas s'interdire. La course municipale est officiellement lancée. Votre parti a annoncé des candidats sur certaines communes, dont Émile Vernaudan à Mahina, un nom qui pose la question de la probité des élus. C'est un sujet qui vous tient toujours à cœur aujourd'hui, la probité des élus ? C'est un sujet qui me tient toujours à cœur. Ça a été un des fondements de mon engagement en politique. Je rappelle juste que le choix des candidats, c'est avant tout nos comités œilés qui décident. C'est ce qui a été décidé lors du précédent séminaire. Pardon ? J'aurais préféré quelqu'un de plus jeune, parce que 82 ans, bon, il est en forme. Il suffisait de venir au Congrès pour le constater. Maintenant, voilà, moi personnellement, pour plusieurs raisons, j'aurais préféré quelqu'un de plus jeune. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi. Santé, à présent, avec l'enquête STEPS Fénois lancée début mars. Vous faites peut-être partie des personnes tirées au sort et interrogées par les enquêteurs. 4000 foyers seront sollicités. Objectif, établir une nouvelle photographie de l'état de santé de la population adulte. Thomas Chabrol, Mériteato. Anouk a accepté de participer à l'enquête STEPS Fénois et de répondre à un questionnaire général. Quelle est sa consommation de viande hebdomadaire ? Quel est son rapport à l'alcool, au tabac ou encore au PACA ? Il s'agit de recueillir des indicateurs sur les habitudes alimentaires, mais aussi sur les facteurs de risque liés à la santé. Les questions abordent aussi l'activité physique ou encore l'état de santé mentale des 12 derniers mois. Je me doutais un petit peu qu'effectivement on pose des questions sur des sujets qui peuvent être problématiques au niveau santé. Donc oui, la consommation d'alcool, ce genre de choses, ou de cigarettes. En revanche, de jauger combien de féculents ou de légumes ou de fruits je mange par jour, c'est un petit peu variable selon les journées. Donc c'est vrai que ça demande réflexion quand on répond à cette question. Soutenue par l'OMS, l'enquête a déjà été réalisée en 2010 et 2019. Objectif, évaluer les comportements de santé et les facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles de la population adulte. Après la première étape du questionnaire, des mesures physiques comme la tension artérielle, le tour de taille et leur poids sont recueillis.
Ce qu'on veut voir, c'est si la population a évolué au niveau de ses habitudes alimentaires, au niveau de tout ce qui est maladies non transmissibles, donc tout ce qui est diabète, les maladies liées au cœur et tout ce qui est hypertension aussi. En dernière phase de cette étude, un prélèvement sanguin et un échantillon urinaire seront demandés pour un adulte sur 2. Toutes les données collectées sont anonymes. Leur analyse permettra d'établir l'état de santé de la population et ainsi préparer la mise en œuvre des politiques de prévention. Ça bouge à Taravort. Ils étaient très attendus. Les travaux de réfection des routes intérieures sont enfin lancés. Un chantier d'envergure de 240 millions de francs financé par le pays. Les détails du projet dans ce reportage de Jeanne Tinouroua et Mataï Horey. C'est bon pour nous, pour les habitants de Taravort Centre, hein. Et pour nos voitures aussi, ça abîme vite les amortisseurs. C'est un soulagement pour de nombreux habitants de Taravort. Après des années d'attente et de dégradation successives dues aux fortes pluies et à la circulation intense, les routes intérieures vont enfin être rénovées. Seulement, quand il pleut, ça fait des trous, mais après on répare très rarement. Voilà, c'est rare. Ben, ça traîne là, on voit des travaux, ben, il était temps aussi. Hein. J'allais toujours au collège. Hein. Voilà, ben, il était temps. Merci à ceux qui ont fait pour les travaux. Hein. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur car beaucoup m'ont indiqué que ça fait plusieurs décennies que ces routes sont dans un état déplorable, donc il était grand temps de lancer ce chantier. Après une expertise du site les semaines précédentes réalisée par la société en charge du chantier, les travaux démarrent officiellement aujourd'hui avec plus de 3,7 km de route à bitumer depuis la première intersection en direction de Toahutu jusqu'au chemin menant au McDonald's, y compris les voies adjacentes. D'autres chantiers sont également prévus. On va également aménager au sein de ces routes des bandes cyclables afin de promouvoir les modes actifs, là où la largeur des voiries le permet, et également des ralentisseurs afin d'éviter les excès de vitesse sur les routes nouvellement bitumées. Pour ces travaux qui sont engagés, il y a la partie évacuation des eaux pluviales qui doit venir dans un deuxième temps et qui doivent être effectuées par rapport à un schéma directeur qui a été lancé de Téléamanou, schéma directeur des eaux pluviales. Les travaux devraient durer 3 mois. En attendant, les usagers sont appelés à faire preuve de patience et à la prudence sur les zones de chantier. Et avant de se quitter, des nouvelles des Tiquitos en pleine préparation de la Coupe du Monde. Les Tahitiens ont disputé hier soir un premier match amical face à l'équipe suisse. Une rencontre très engagée remportée par les Suisses 4-3. 2 autres matchs sont programmés cette semaine. Ils permettront au coach Teva Zaveroni de finaliser sa liste pour le mondial. Les Tiquitois s'envoleront ce week-end direction l'Arabie Saoudite pour un dernier stage d'entraînement avant la Coupe du Monde aux Seychelles. Dans quelques instants sur TNTV, retrouvez Ramzi Malouki pour votre rendez-vous hollywoodien avec un spécial Tarantino. Puis sans retouche, de nouvelles aventures dans des candidats de Koh-Lanta. Et pour finir, place à la série Les Chemins de l'étrange. Belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.